coup, bonjour tout le monde. J'espère que vous avez bien dormi. Je m'appelle Sacha, je suis journaliste audiovisuel à XREC Media, mais je suis aussi également journaliste et militante à Révolution Permanente. Et du coup, je vous dis bienvenue à une table ronde spéciale qu'on tient ce matin, qui est intitulée Les médias en champ de bataille politique. Du coup, on va parler aujourd'hui avec Clément Cantar, tu es journaliste à Socialter, qui est un magazine bimensuel qui se pose les grandes questions sur comment faire évoluer la société vers plus de justice, plus de démocratie, dans le respect des équilibres écologiques. Là, je cite votre mission statement. Et si ça peut paraître un peu timide comme objectif, dans les articles, le journal pose les sujets tels que l'éco-sabotage, l'annulation de la dette et même comment manger les riches. Du coup, il y a aussi vous, Rob Grams et Léa Amadi. Vous êtes tous les deux à Frustration Magazine. Léa, tu t'occupes de la vidéo à Frustration. Frustration est un journal qui est fondé en 2013 et se revendique comme un média de lutte de classe. Vous ne produisez pas de contenu du jour au jour, vous privilégiez du contenu plutôt de qualité, du fond. Et vous avez plusieurs formats, des entretiens avec des intellectuels, des formats de désintox où vous démontez des médias et les termes qu'ils nous imposent. Vous avez des enquêtes et comme votre ligne principale, vous avez la dénonciation de la logique destructrice du capitalisme, du patriarcat, du racisme systémique. Et enfin, on a Pierre. Oui, voilà, Pierre, toi tu es journaliste politique, c'est le seul hebdomadaire généraliste 100% indépendant en France, qui existe depuis très longtemps, depuis 35 ans, et qui défend l'écologie, le féminisme, le droit du travail, les services publics, l'anticolonialisme, les libertés politiques, etc. Et enfin, on a Paul Morao. Tu es journaliste et militant à Révolution Permanente. Et donc, Révolution Permanente, je pense que vous le connaissez, c'est un journal, mais aussi une organisation politique. C'est le seul quotidien à cette table. Et il existe depuis 2015. Et sa mission, c'est de donner la parole à celles et ceux qui luttent dans les manifs, dans les piquets de grève, sur les blocages. Mais c'est aussi donner des perspectives stratégiques, des analyses et se poser même comme un acteur des mouvements sociaux, comme un acteur politique. Donc on va parler aujourd'hui du paysage médiatique français. La concentration médiatique, c'est un des sujets centraux des 10 dernières années, avec des fusions monopolistiques énormes à l'international, comme celle de Warner et Discovery, et des exemples vraiment grotesques, comme celui de Jeff Bezos, le propriétaire d'Amazon, qui a acheté un des plus grands quotidiens aux États-Unis, Washington Post, et qui l'utilise très explicitement pour laver la réputation de son empire Amazon. On a Mark Zuckerberg qui contrôle à travers Meta l'accès à l'information et aux médias de plus de 3 milliards de personnes. Et on a bien sûr Elon Musk, qui peut-être est l'exemple le plus flagrant, qui contrôle à travers Starlink plus de 50% des satellites terrestres qui donnent le seul et unique accès à l'Internet à des vastes territoires et qui a bien sûr procédé ces dernières années à l'acquisition du principal réseau social pour la classe politique et pour la sphère médiatique, anciennement Twitter, désormais c'est X, et maintenant il procède à progressivement le détruire chaque jour toujours plus. Et en France, la situation n'est pas beaucoup mieux parce que en France, 90% des quotidiens nationaux appartiennent à des milliardaires avec des fortunes mondiales, parmi lesquels on compte Bernard Arnault, Serge Dassault, François Pinault, Patrick Drahi, Xavier Niel, par ailleurs, je sais pas, Arnaud Lagardère, Martin Boug ou encore Vincent Bolloré. Désolé si j'ai écorché les noms. Et donc, Bolloré, il mène un travail idéologique le plus conséquent avec le projet de construction d'un empire médiatique réactionnaire en prenant progressivement contrôle de Europe 1, de CNews, du GDD, dont l'audience cumulée, ce sont des millions de Français et il mène une propagande quotidienne sur des thèmes d'extrême droite.
La méthode de Bolloré est à chaque fois la même, c'est l'imposition de nouvelles règles éditoriales, de nouveaux sujets de prédilection réactionnaire, de nouveaux rédacteurs en chef d'extrême droite. C'est la poussée de l'ancienne rédaction vers la porte de sortie, surtout si elle fait grève pour protester, comme l'ont fait les journalistes du GDD pendant plusieurs semaines. Cela ne provoque aucune réaction du gouvernement, sinon l'approbation silencieuse. Et les seules fois où la classe politique française se préoccupe de la fabrication de l'opinion publique, c'est quand il s'agit de fermer des médias d'influence poutinistes comme Russia Today ou Sputnik, ou encore quand ils ont des craintes par rapport à l'impact du réseau social chinois TikTok. Mais quand il s'agit de banalisation des idées racistes et d'extrême droite par les médias de masse qui sont contrôlés par des milliardaires bien français, pour le gouvernement, il s'agirait finalement de mordre la main qui nourrit, parce que les médias qui sont contrôlés par la bourgeoisie, tout autant que ceux qui sont directement contrôlés par l'État, jouent un rôle clé idéologique de légitimation quotidienne de ces politiques à l'intérieur et à l'étranger, mais aussi plus largement de l'ordre établi. Ma première question, je voulais la poser à toi, Pierre. Je pense que personne autour de cette table pense que le GDD, avant le takeover, c'était un média qui était neutre et indépendant. Enfin, je pense que c'est assez connu que c'était déjà une tribune politique explicite pour le macronisme. Et pour autant, son takeover par Vincent Bolloré et Geoffroy Lejeune a suscité de larges inquiétudes dans la profession des journalistes. Il a mené même à une grève de 40 jours, chose assez inédite en France, de toutes les rédactions, et qui a fini par le départ de dizaines de journalistes. Je pense que c'est vraiment inédit. Qu'est-ce que pour toi cette séquence représente? Qu'est-ce qu'elle en dit du paysage médiatique actuel, et qu'est-ce qu'elle annonce pour les médias dans les années à venir? Bonjour à tous et à toutes. La question est intéressante, et je pense que la réponse est double. Déjà, elle montre quand même qu'une partie de la classe journalistique, qui reste une classe quand même assez bourgeoise, etc., a quand même des barrières. C'est-à-dire que, comme tu le disais très bien, le JDD n'était pas neutre avant, mais n'avait pas à la tête de sa rédaction une personne condamnée plusieurs fois pour racisme et xénophobie. Donc je pense que ça, malgré tout, ça montre qu'il y a des petites barrières encore qui persistent. Après, de manière plus large, en fait, ce que tu as très bien résumé dans ton propos liminaire, c'est qu'en fait, il y a une concentration des médias, et qu'aujourd'hui, ce sur quoi il faut se rendre compte, c'est que les médias, c'est pas du tout un secteur lucratif. C'est-à-dire que les patrons de presse, contrairement à ce qui se passait avant, au début du XXe siècle, etc., les gens qui investissaient dans la presse, ils voulaient investir dans la presse pour gagner de l'argent. C'était des capitalistes, tout simplement, qui voulaient gagner de l'argent. Aujourd'hui, les milliardaires qui investissent dans la presse, personne ne gagne de l'argent. C'est-à-dire que Bernard Arnault, avec Le Parisien, il perd des millions et des millions d'euros. Bolloré, avec le JDD, il va sans doute en perdre d'autres autant de millions. Et du coup, il faut se poser la question de pourquoi ces grands milliardaires investissent dans la presse. Et je pense que vous avez tous la réponse ici, c'est celle de l'influence, en fait. Et c'est quelque chose qui est très problématique, parce qu'en fait, aujourd'hui, les milliardaires investissent dans la presse pour seul objectif d'avoir une influence dans l'opinion publique et infuser sur l'opinion publique. Et je vais prendre un petit exemple très récent, celui de la Provence. Donc je ne sais pas si vous voyez la Provence, qui est le canard local à Marseille, qui était détenu par Xavier Niel et qui est en train d'être racheté. La Provence fait des millions et des millions de déficits chaque année. Ils sont abreuvés d'aide publique pour subvenir à leurs besoins. Et le quotidien va être racheté là, pas plus tard qu'il y a 15 jours, je crois. La personne a fait un virement de 29 millions d'euros. Ce monsieur s'appelle Rodolphe Saadé. Alors il est moins connu que Bolloré, que Xavier Niel, que Bernard Arnault, mais ce Rodolphe Saadé, c'est le patron de la CMA-CGM, qui est le plus grand armateur, c'est ça, de fret, etc., à Marseille en plus. Donc très clairement, il investit là-dedans, pas pour se faire de l'argent, mais pour avoir une influence très forte sur l'opinion publique, pour avoir une influence très forte aussi tout simplement sur les autres institutions, et aussi pour pas que les journalistes de la Provence aillent enquêter sur les dérives de la CMA-CGM, sur plein de questions, que ce soit le social, l'écologique,
Enfin, il y a plein de choses qu'il faudrait creuser, mais que les journalistes de la Provence ne feront pas du fait de ce nouveau patron. Rob et Léa, je pense on constate que depuis 2016, on n'a pas passé une seule année sans mouvement social. On a eu loi travail, Gilets jaunes, Parcoursup pour les étudiants, loi sécurité globale, Black Lives Matter, marche climat, marche contre les violences sexuelles, les mobilisations massives, grèves contre la réforme des retraites en 2019 et en 2023, les soulèvements contre le meurtre de Naël. On constate que même cette année, on n'a même pas fini l'année, mais on a déjà vécu 2 grands mouvements sociaux. Est-ce que pour vous, vous avez l'impression qu'il y a un enjeu particulier pour la classe dominante d'idéologiser encore davantage et à une vitesse beaucoup plus accélérée qu'avant les médias dans ce contexte de crise sociale et politique qui s'approfondit tous les jours? Oui, clairement, je pense. Donc pour eux, il y a un rôle important de désinformation et de propagande, et ça passe par pas mal de choses. Ça passe par, en gros, ne pas traiter les sujets importants, c'est-à-dire ils vont traiter les sujets, tu vois, dans les émeutes, ils vont aller voir que les petits commerçants qui ont eu des vitrines cassées, etc. Tu donnes pas de contexte, donc ça crée un peu de confusion. Tu as un rôle carrément de production de fausses informations, vraiment de fake news. Donc là, on a vu ça par exemple au moment de je sais pas si vous vous rappelez, c'était un 1er mai, je crois, 2019, quelque chose comme ça, à la Salpêtrière, où ils avaient dit que les Gilets jaunes avaient envahi un service de réanimation pour tout casser, débrancher les gens qui mouraient, etc. Tout complètement délirant. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était juste des vieux syndicalistes qui couraient parce qu'ils se faisaient gazer par la police, qui essayaient de rentrer dans le premier immeuble venu. Et ça, c'est notamment Révolution Permanente qui avait participé à faire connaître la fake news. Et tous les médias dominants avaient repris la version du ministère et de la préfecture de police sans aucun travail journalistique de base, c'est-à-dire aller voir les témoins, aller interroger les premiers concernés. Et s'il n'y avait pas eu ce travail, en fait, à cause de cette propagande médiatique notamment, il y aurait eu un très gros risque pour ces personnes qui avaient été immédiatement mises en garde à vue, un gros risque judiciaire. Et l'autre chose qu'on a vu par exemple récemment, c'était sur Naël, France 2, sur un JT, en train de mettre une vidéo de la mort de Naël, sous-titrée avec des faux sous-titres, pour contester la version que tout le monde entendait, c'est-à-dire shoot-le, je vais te mettre une balle dans la tête, etc. Ils disaient non, les mains sur la tête, etc. Ils traduisaient comme ça la vidéo. Ils disaient oui, c'est un travail qui a été fait par une ONG indépendante. Et quelques jours plus tard, on se rend compte que l'ONG indépendante dit que c'est absolument faux. Et ils sont obligés de faire une espèce de mini aparté pour dire que écoute, donc voilà, là encore, un rôle vraiment littéralement de production de fake news. Le troisième chose, c'est je pense une volonté de créer de l'empathie un peu pour les bourreaux, donc tout le temps aller voir les élus qui sont fait agresser, les patrons, les petits commerçants, les restaurateurs qui râlent sur le fait qu'ils ne trouvent plus personne pour bosser dans des conditions pourries. Donc ça, évidemment, quand on voit des gens, par exemple, qui travaillent, pour leur vitrine cassée, ça peut créer un peu de sympathie. On voit bien qu'ils ne font pas ce travail-là pour toutes les autres personnes victimes de notre système. Et la quatrième rôle que je trouve qu'ils ont en ce moment, c'est de décomplexer les affects réactionnaires. Donc toujours aller plus loin dans les discours racistes, autoritaires, etc. pour montrer qu'on peut monter très loin quand même et que les personnes qui pourraient avoir cette tendance-là peuvent se lâcher davantage. Je crois que c'est ça les 4 points de pression idéologique en ce moment des médias dominants. Clément, ton journal il publie régulièrement des critiques des médias bourgeois en dénonçant par exemple les éditocrates, les défenseurs acharnés du gouvernement, de toutes les mesures austéritaires et répressives de la police, du système capitaliste plus largement. Vous avez sorti même récemment un numéro spécial sur l'écologie radicale, sur le sabotage, sur le terme imposé par les médias dominants et par le gouvernement de l'écoterrorisme. Et donc moi je voudrais peut-être aussi rebondir sur ce que disait Rob. Je voudrais que tu remodisses quel rôle ont joué les médias dans les dernières séquences politiques, que ce soit dans celle de soulèvement de la terre, que ce soit dans celle de mobilisation contre la réforme de retraite ou celle de révolte contre le meurtre de Naël. Ouais, alors je pense que les médias mainstream dominants ont joué plusieurs rôles qui convergent tous vers une forme de dépolitisation en fait. À savoir que toute prise de parole qui ne correspondrait pas, à mon sens, à la bienséance bourgeoise se voit décrédibilisée en permanence dans les médias dominants. Et du
coup, cette forme de dépolitisation, pour moi, amène aussi une forme de répression beaucoup plus facile. C'est ce que je pense. Et c'est ce qu'on essaie de dénoncer aussi dans Social Terre. Donc à partir de là, que dire que la presse effectivement bourgeoise essaye le plus possible de mettre en place sa propagande en fait, qui consiste réellement à faire en sorte que certaines personnes soient exclues en fait du débat politique. Voilà. Paul, j'ai l'impression que les critiques des médias dont on parle là, qu'elles existent depuis très longtemps. Hier encore, on a entendu Pierre Rambert sur ce sujet. En fait, il en parle depuis des décennies sur les pages du Monde diplomatique avec Serge Alemi. J'ai lu même ces articles qu'il a écrits il y a 20 ans, en 2003, en dénonçant le traitement de la grève contre la réforme des retraites. Il y a des critiques qui sont devenues classiques de Bourdieu contre le traitement de grève en 1990, donc il y a plus de 30 ans. Et en fait, ce que je veux savoir, c'est que le problème des médias sur le capitalisme, il est posé, il est discuté depuis aussi longtemps qu'on vit sous le capitalisme. Moi, personnellement, j'ai tendance à même le banaliser parfois, tellement on s'habitue au tapage idéologique permanent. Mais est-ce que tu as quand même l'impression que ces dernières années, on passe à un nouveau cap quand même, avec l'approfondissement de la crise, la dévastation climatique qui s'accélère même au-delà de ce que pouvaient prédire les modèles de scientifiques? Oui, effectivement, la critique des médias, elle est aussi vieille que l'explosion des médias et leur émergence, c'est-à-dire à partir de la fin du XVIIIe siècle et surtout tout au long du XIXe et au début du XXe, avec toujours cette tension un peu historiquement entre la fonction démocratique des médias, qui a joué un rôle, pour la bourgeoisie ascendante contre l'absolutisme, c'est-à-dire publiciser ce qui se discutait jusqu'ici que dans les cénacles privés d'un État absolutiste, dans lequel les masses et même les citoyens, on va dire, n'avaient pas leur mot à dire. D'ailleurs, ils n'existaient pas, les citoyens, en tant que tels. Et cette fonction marchande, quoi. Et cette tension-là, elle a toujours existé. Et si vous lisez le bouquin qui est récemment sorti de Dominique Pinsol, à la presse bourgeoise, il retrace très bien cette histoire de la critique des médias. Donc ça a toujours existé. La différence, c'est que progressivement, comme le capitalisme, on est passé à un fonctionnement de plus en plus monopolistique, de plus en plus systématique. À partir des années 70-80, avec la fin de la privatisation dans la plupart des pays des différents médias, de la dérégulation, on a vu toujours plus de groupes gigantesques se constituer. Mais j'ai l'impression que la spécificité, c'est surtout que dans les moments où la lutte de classe reprend, et comme le disaient les différents camarades juste avant, cette fonction idéologique, elle tend à s'accroître. Et là, on a une double situation. Il y a à la fois ce que dit Pierre, c'est-à-dire que les médias font plus d'argent. Donc non seulement ils sont plus fragiles et plus soumis à la possibilité d'OPA, de rachats agressifs, etc. Et en même temps, il y a une situation où il y a une sorte de fébrilité de la classe dominante qui fait que ils jouent un rôle toujours plus offensif. Ce qui donne effectivement la possibilité d'un renouveau de la critique des médias. Je pense que Zemmour, ça a été un phénomène intéressant de ce point de vue-là, parce que les gens ont vu un phénomène médiatique devenir un phénomène politique à part entière, quoi. Un transfert avec un succès relatif, on va dire, mais malgré tout inquiétant. Ce que je dirais peut-être, c'est que le risque, c'est d'aborder ça avec une critique un peu ramollie par un certain recul, un recul militant, une banalisation aussi. Je pense que c'était un truc qui était clair en discutant avec Pierre Rambert hier. C'est-à-dire que si vous lisez Pour lire pas lu il y a 20 ans, ce qui se disait sur les médias à la fin des années 90, c'était un niveau de radicalité qui est quand même beaucoup plus important qu'une critique un peu démocratisante, où le danger, en fait, c'est que le seul ennemi, ça devienne Bolloré et les médias d'extrême droite, et du coup, si c'est macroniste, c'est OK, quoi. Pierre avait raison d'évoquer Rodolphe Sadé, parce que pour le coup, Rodolphe Sadé, c'est quoi? C'est un proche de Macron, c'est le chouchou de Macron, comme titrait un portrait dans la presse, et c'est lui qui est en train de créer l'alternative au JDD en ce moment même, pour le compte
de Macron, consciemment ou pas, je veux dire, mais en tout cas pour occuper ce créneau-là, ça va être la tribune dimanche. Et donc si on n'a pas une critique structurelle systémique, on risque de tomber dans une sorte de logique du moindre mal, où en gros, contre le média, le JDD de Bolloré, il faudrait défendre le JDD de Lagardère, c'est-à-dire le JDD qui, il y a quelques semaines, mettait Éric Ciotti en guest star, qui faisait chaque semaine la promotion d'un nouveau membre du gouvernement. Et ça, je pense que ça pose la question de la nécessité d'une critique révolutionnaire des médias, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir des médias, je veux dire, au service des classes populaires et de la majorité de la population, majoritairement sous le capitalisme. Et du coup, les médias de lutte, ils doivent aussi être articulés à un projet pour changer ce système, pour espérer qu'on ait des médias qui reflètent un jour la réalité, qui soient émancipateurs, qui soient progressistes, etc. Juste pour compléter ton propos, Paul, en fait, je pense qu'il faut quand même distinguer deux choses au sein des grands médias mainstream, qui sont les rédactions et les directions. Et je pense que c'est assez important parce que, notamment en presse écrite, il faut se dire que le métier de journaliste est aujourd'hui un métier quand même très précarisant et très précaire, parce que souvent les salaires sont vraiment pas très hauts et les CDI sont extrêmement rares. Donc le gros pôle des journalistes, c'est des pigistes, donc c'est des gens en fait, qui vendent à la tâche, donc on paye à la tâche, et qui pour le coup en fait ont pas forcément... On a toujours le choix, tu pourrais me dire, mais qui, en tout cas, font ça aussi pour payer leur loyer, etc. Alors que les directions, et je pense que c'est ça qui est intéressant ces dernières années dans la nouvelle critique des médias qu'on peut apporter, c'est l'importance toujours plus forte des directions à imposer une ligne éditoriale et à contrôler en fait le travail de ces journalistes qui, on aurait pu dire, alors je déteste ce mot, mais sont entre guillemets un tout petit peu plus objectifs que les directions. Et l'exemple par exemple, le plus frappant, c'est pendant la réforme des retraites, le Parisien, donc, qui est censé être la neutralité absolue selon le macronisme, détenu par Bernard Arnault, a eu un traitement de la réforme des retraites absolument phénoménal. Enfin, phénoménal au sens négatif du terme, c'est-à-dire chaque jour, c'était une interview de Darmanin, une interview de Dussopt, une interview de Agnès Pannier-Runacher, et avec un traitement journalistique des mobilisations extrêmement négatif, quoi. C'est-à-dire ça va se concentrer, comme d'habitude, ça va faire peur, en se concentrant sur la violence, ça va décrédibiliser certaines personnes dans les cortèges, etc. Mais ça a été imposé par la direction, ça a été une ligne éditoriale que la direction a portée, mais la société des journalistes s'en est ce qu'on appelle la SDJ, donc c'est en gros la société des journalistes, les gens qui représentent la rédaction, qui sont élus par la rédaction, etc., ont publié un communiqué en interne assez virulent qui dénonçait un traitement partisan du journal, etc., qui a été d'ailleurs assumé par la direction, mais pour montrer que même au sein de ces titres, il y a malgré tout une différence de traitement, quoi. C'est-à-dire que les journalistes n'étaient pas du tout d'accord dans la manière dont on les obligeait à travailler. Et je pense que c'est ça qui est intéressant dans la concentration toujours plus importante des médias mainstream aujourd'hui, c'est que les directions prennent le pas totalement sur les rédactions et qu'il n'y a plus aucune liberté éditoriale, enfin plus aucune, beaucoup moins en tout cas de liberté éditoriale au sein des rédactions. Moi, je voudrais juste poser une dernière question sur ce thème, peut-être d'abord à vous, Rob et Léa. C'était par rapport au fait que, comme je disais, les critiques des médias existent depuis très longtemps, mais j'ai l'impression que ces dernières années, on constate une démocratisation de ces critiques. On a de plus en plus large couche de la population qui ne croit plus ce que leur racontent des médias dominants. Et pour moi, un des symptômes, c'est justement l'accroissement et l'accélération des mobilisations sociales, parce que les gens, quand ils éteignent leur télé et quand ils éteignent leur smartphone, ils constatent que le monde autour d'eux il s'écroule, leur vie quotidienne semble contredire tout ce que leur racontent les médias dominants. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une certaine montée de méfiance envers les médias dominants, envers les récits dominants, auxquels vous essayez de contribuer par ailleurs avec vos désintox, etc. C'est sûr que les médias et les journalistes, ça fait partie des professions les plus détestées avec policiers et politiques.
Et nous, on trouve que c'est une super bonne chose. Et parce qu'ils l'ont bien cherché. Et disons que, oui, en fait, on pense pas du tout, par exemple, que les gens sont abrutis par la télé. Enfin, tout le monde regarde la télé, mais tout le monde a un rapport à critiquer la télé, voire même s'énerve devant sa télé, devant ce qu'on entend. Donc et la raison pour laquelle on entend moins que les médias sont autant détestés, c'est parce que les médias n'ont pas trop envie non plus de mettre en avant ces études, ces enquêtes-là. Mais du coup, ça montre qu'il y a un gros rapport critique, et ça, c'est plutôt encourageant, quoi. Et c'est pas parce qu'on regarde la télé, c'est pas parce qu'on regarde Hanouna, c'est pas parce qu'on regarde Quotidien qu'en fait, on n'a pas un rapport critique à ce qu'on voit. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est aussi l'expérience concrète des mensonges d'État, des mensonges sur la police, etc., notamment les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, par exemple, clairement, c'est sûr qu'en se mobilisant, leur rapport à la parole médiatique a changé, parce qu'ils ont vu énormément de mensonges, une contradiction totale entre leur expérience de la manifestation et ce qui était ensuite dit. Et dans les cas les plus intéressants, ils ont même pu changer de rapport, même tu vois, sur le traitement par exemple médiatique des quartiers. C'est pas un phénomène majeur, mais c'est un phénomène qu'on a constaté à certains endroits. À force de se faire défoncer par la police, bon, peut-être que ce qu'on nous raconte quand même à chaque fois est peut-être pas 100% vrai. Donc ouais, on partage le constat. Peut-être Pierre et Paul, vos journaux, contrairement peut-être à Socialter, vous avez souvent pour tâche de faire des reportages, de vous déplacer en manifestations et d'interviewer des acteurs des mouvements sociaux, des manifestants, des grévistes, etc. Est-ce que vous faites face à cette méfiance des gens sur le terrain envers les médias? Et est-ce que vous arrivez à de rebâtir une certaine confiance envers des médias qui sont, comme on dit, du bon côté de la barricade? Je commence. Ouais, non, mais très rapidement, je pense que c'est clair. Enfin, cette méfiance, elle est très forte. Elle est évidemment légitime, même si du coup parfois elle peut s'abattre sur ceux qui sont le bout de la chaîne de la production de cette information. Je rebondis aussi un peu sur ce que disait Pierre avant, parce que je pense qu'il faut tenir ensemble le fait qu'à la fois, oui, les journalistes ils sont précaires et ils se voient imposer des choses par leur direction, et en même temps, je veux dire, la critique radicale des médias a quand même toujours été portée par des journalistes, et toujours été une critique radicale aussi des journalistes, du conditionnement produit par les écoles de journalisme, des tendances à l'individualisation, et en même temps des effets de la précarité qui évidemment peut créer des formes de solidarité avec les travailleurs, et c'est dans ce sens-là qu'il faut travailler, et en même temps peut donner des formes de domestication plus fortes. Tout simplement parce qu'on est dominé et que c'est difficile de sortir de sa position, juste pour dire deux mots. Mais sur cette méfiance, oui, elle est clairement profonde. Et nous, par exemple, avec Révolution Permanente, au moment du mouvement des Gilets jaunes, on était dans toutes les manifestations, il a fallu prouver, démontrer qu'on était un média du côté des Gilets jaunes, quoi. Et en fait, ça s'est fait en quelques semaines, en relayant les violences policières, en donnant la parole aux Gilets jaunes, en montrant qu'on était là non seulement pour leur donner la parole, mais aussi pour démasquer un certain nombre de fake news, de mensonges. Je me rappelle quand on démontait les cabales médiatiques au début du mouvement des Gilets jaunes, vous savez, où il y avait une volonté absolument de le faire passer pour un espèce de truc d'extrême droite, hyper hardcore, hyper dangereux, etc. Donc on essayait de faire ça. Donc après, la question, c'est que oui, les gens, à la fois, il y a une défiance énorme, et après, quand tu leur démontres dans la pratique de quel côté tu te situes, je pense qu'il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, les gens font la part des choses et ils jugent sur pièce, ils jugent sur la pratique de qui est de leur côté, de qui agit de leur côté, et de qui participe à véhiculer les pires visions ou tout simplement à les évincer du tableau, quoi. Je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Paul. Je vais rajouter une petite distinction que j'ai vécue récemment. Parce que comme tu le dis, Sacha, nous on a quand même une politique d'essayer d'aller beaucoup sur le terrain, de faire beaucoup de reportages, de suivre au maximum. On est une équipe d'une vingtaine de salariés, donc ça fait quand même un petit monde. Donc essayer de suivre au maximum les luttes sociales, écologiques, etc. Et
Sur les luttes sociales, justement, moi je trouve qu'on est plutôt bien identifié. En fait, les gens connaissent, pas tous évidemment, mais plutôt bien politique, et du coup je ressens rarement de la défiance. Des fois il y a un peu jamais de la défiance, des fois un peu de méfiance. Et là je pense qu'en fait c'est, comme le disait Paul, en fait c'est montrer patte blanche, et c'est surtout en fait la manière de travailler qui pour moi est hyper importante, c'est-à-dire de montrer aux gens qu'on les écoute, qu'on n'est pas là juste pour le buzz et pour avoir 2 petites phrases ou une petite capsule vidéo d'1 minute de leur tronche et les balancer à la télé. C'est passer des fois 3, 4, 5 heures, une journée sur un piquet de grève avec eux, discuter avec eux, prendre le temps, etc. Et je pense que du coup cette confiance en fait elle s'instaure sur le terrain moi je trouve assez facilement. C'est quelque chose qui n'est pas très compliqué. Le fait qu'on soit un média indépendant, qu'on s'appelle Politis, fait qu'on a quand même, souvent sur les piquets de grève, ceux qui nous accueillent, c'est des syndicalistes, etc. Et eux, ils connaissent, et ça nous permet aussi de nous introduire auprès des travailleurs et travailleuses qui ne sont pas syndiqués. Et c'est plutôt assez facile. En revanche, sur les quartiers populaires, c'est beaucoup plus compliqué. Et je pense qu'il faut le dire, parce que alors là, pour le coup, personne ne connaît Politis. Et j'ai passé 72 heures à Nanterre le lendemain du décès de Naël jusqu'au samedi soir. Et là, c'était extrêmement dur en tant que journaliste blanc en plus, qui ne vient pas de ces quartiers, parce que je ne viens pas de ces quartiers et je ne me revendique pas du tout de ça d'ailleurs, mais où du coup, il y a une vraie méfiance, même là, carrément une défiance, c'est-à-dire que moi, j'avais pas d'appareil photo, donc tu passes un peu incognito, mais dès que tu dis que tu es journaliste, on t'indique la porte du quartier. Si tu as un appareil photo, tu te fais caillasser. Enfin, c'est des choses qui sont réelles et qui s'expliquent aussi, qui s'expliquent par le fait que les médias ont largement abandonné ces quartiers, que ces quartiers sont traités de manière colonialiste, exotisante dans toute la presse depuis des années et des années, et que nous on essaye de ne pas faire ça à Politis, mais c'est pas le petit Politis qui dans leur tête pèse face aux BFM qui viennent dès qu'il y a une rixe ou à ce genre de choses, et nous on essaye de justement pas traiter les quartiers populaires que en mode émeute, mais aussi en mode émeute quand il y a des émeutes, mais aussi de traiter les problématiques là-bas, que ça soit sur par exemple le logement social, l'accès à l'éducation, ce genre au service public, etc. Mais ça c'est des choses parce qu'on manque de notoriété, parce que on reste quand même un média un petit peu de niche malgré tout. Enfin, on a, pour vous donner une idée, 10 000 abonnés papier qui reçoivent Politis chaque semaine, donc c'est pas non plus très 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 important. Et là il y a une vraie défiance, et là c'est dur. Enfin, moi pendant les émeutes, je pense que c'était un des terrains les plus durs, parce que c'est la première fois de ma vie que sur le terrain les flics étaient plus gentils que les gens à qui j'allais parler. Et c'est très... Enfin, moi, j'ai essayé de pas rester avec les flics, mais c'est vrai que quand la nuit tombait, que c'était soit y aller en mode incognito, ce qu'on a un peu fait parce que nous on avait envie aussi de discuter un peu avec les gens comme ça, mais moi je trouve que ça pose aussi un problème déontologique de pas dire qu'on est journaliste en fait, de y aller, de rester caché, mais concrètement c'est un terrain où je pouvais pas être journaliste, me dire journaliste et être en sécurité quoi. Donc, et là, c'est quelque chose qu'on doit travailler plus, c'est-à-dire que je pense qu'on doit plus aller dans les quartiers populaires, ça nous a aussi fait beaucoup remettre en question notre travail. Je pense qu'il y a une autocritique très forte à faire là-dessus, quoi. Du coup, je pense que ces dernières années, on a une situation particulière où on a à la fois cette méfiance grandissante de la population envers les médias dominants, et aussi, on a une situation un peu sans précédent où on a une baisse significative des coûts de production médiatique. C'est plus facile que jamais de faire des médias sans argent. Et on a, grâce à ça, un certain essor des médias critiques alternatifs, notamment des médias militants du côté de l'extrême gauche. Et sur les réseaux sociaux, on voit des comptes radicaux comme Cerveau non disponible qui ont une énorme audience, mais aussi des médias comme Contre-Attaque qui s'appelait auparavant Nantes Révoltée, Mediapart, Rapport de force, Frustration, RP, des médias purement audiovisuels comme Le Média, Blast ou encore Canard Réfractaire. Ils constituent tous des médias de dénonciation en premier lieu, mais aussi d'analyse, et ils revendiquent pour la plupart l'opposition ferme à toutes les formes d'oppression, au capitalisme, et ils se positionnent en alliés clairs, voire même en acteurs de lutte.
Donc moi, j'aimerais vous entendre parler de la question de la bataille idéologique quand vous faites des médias indépendants du bon côté de la barricade. Vous êtes plusieurs à cette table de vous indiquer comme tel. Vous avez tous dans la description de vos journaux l'objectif de la transformation de la société. À frustration, vous avez même une formule pour vous décrire, vous vous dites un média de guerre de classe. Ça claque de ouf comme formule. Et du coup, est-ce qu'aujourd'hui, dans le contexte médiatique tel qu'il est, le rôle du journaliste, c'est forcément être à contre-courant de l'idéologie dominante? Peut-être Rob et Léa d'abord. Sur la question de la bataille idéologique, sur ça, nous aussi, on est sur ça aussi assez marxiste, donc on pense que c'est important, très important. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait tous, enfin, ce qu'on fait à Frustration, et c'est ce qu'on fait tous autour de cette table. Mais on pense aussi que c'est secondaire, c'est-à-dire surtout en tant qu'activité séparée. C'est-à-dire que c'est toujours les luttes concrètes qui viennent d'abord, et ensuite la bataille idéologique suit. Et je pense les derniers cas qu'on a vus, comme la réforme des retraites, clairement. La première chose qui met en branle, c'est pas la victoire d'une bataille idéologique, c'est le fait de ne pas vouloir bosser jusqu'à 65 ans. Pendant les Gilets jaunes, c'est d'abord une taxe injuste, et ensuite, quand le mouvement se met en place, c'est une bataille idéologique intense, qui a déjà bien sûr été initiée avant, qui se met en place pour lutter en interne et donner une direction, notamment pour éviter une extrême droitisation du mouvement, ce genre de choses. Je pense aussi qu'il ne faut donc pas avoir de naïveté sur ça, c'est-à-dire que la surimportance donnée par certains à la bataille idéologique, c'est le fait de la petite bourgeoisie intellectuelle qui est souvent assez auto-centrée, voilà, qu'elle soit étudiante, universitaire ou artistique, et qu'elle a beaucoup de mal à ne pas être au centre de tout. Donc des fois, on surestime un peu l'importance de cette bataille idéologique pour cette raison, parce qu'il faut aussi être honnête, c'est pas la moins pénible à faire et ni la moins valorisée. Maintenant, évidemment, c'est important quand même, parce que ça permet d'éviter la propagation de fausses idées, c'est-à-dire d'autres grilles d'analyse. Par exemple, je dirais, tu vois, à la gauche radicale, on peut être en concurrence avec, par exemple, une option, on va dire, antisémite, complotiste, ou avec une option social-démocrate, voilà, ce genre de vision du monde, contre laquelle on doit lutter pour essayer de proposer autre chose. Il y a aussi un rôle, et ça, pour le coup, c'est quelque chose qu'on essaie vraiment de faire à Frustration, c'est de décomplexer. C'est-à-dire, c'est pas tellement penser qu'on va apprendre quelque chose aux gens, mais juste en les disant dans un média, en les écrivant, en les formalisant, en les sourçant, montrer qu'on est légitime à penser ça, quoi. Je pense que c'est un vrai effet, ça. Notamment quand on va écouter des conférences, ce genre de choses. On est d'accord avec la personne, mais le fait de l'entendre dire, ça fait de dire, bah, ok, on a le droit de le penser, c'est légitime, on peut creuser cette intuition, etc. Et l'autre raison pour laquelle c'est intéressant de mener cette bataille idéologique, c'est que ça permet éventuellement à la marge de rallier, de déstabiliser certains, y compris dans ce milieu intellectuel, etc. Et c'est toujours ça de prix, quoi. Je rejoins complètement Rob sur le fait de décomplexer nos classes, et c'est quelque chose qu'on a essayé de faire en vidéo, notamment avec un format état des lieux suite aux mouvements sociaux contre la réforme des retraites. On a essayé, là, plus tant que ça, d'informer, mais de rassurer et de dire qu'on était légitime en fait à avoir ces luttes-là, à établir, à partager un lexique, des façons de parler, à décomplexer, à occuper des espaces différents, des espaces sur les réseaux sociaux, des espaces sur YouTube, montrer que c'était pas si perdu, c'était pas si vain, parce que tout le monde se retrouvait autour de ces luttes-là. Et c'est des formats qui nous permettent en fait de recréer en fait des espaces où chacun se sent légitime à ne pas vouloir, comme tu le disais, travailler jusqu'à 65 ans et en fait à aider les gens à réfléchir sur ces sujets-là sans pour autant complexer de ne pas avoir un lexique ou complexer de ne pas avoir une instruction ou une formation militante. Et nous, de ce côté-là, la vidéo nous aide et nous permet d'occuper des nouveaux espaces qu'on n'avait pas avant, en fait. Clément, dans vos numéros, vous posez souvent les questions centrées autour de l'écologie, de la crise climatique, qui a des vastes conséquences, qui menacent la vie de l'humanité, de toutes les espèces, et vous identifiez les coupables, donc l'industrie fossile, le système capitaliste, l'État, et vous parlez aussi des solutions qui sont à la hauteur de la crise.
Et vous essayez aussi de déconstruire le lexique qui essaye de démoniser, de diaboliser les militants écologistes. Pourquoi pour vous, en tant que journal, en tant que média, c'est important de ne pas juste constater la crise climatique, mais aussi d'essayer de combattre le langage dominant qui existe à la fois sur la crise, mais aussi sur les luttes qui essayent de s'y opposer? Si j'ai bien compris la question, c'est en quoi c'est important du coup de parler de la crise écologique, mais aussi des alternatives qui sont possibles, c'est ça? J'observe que tout le monde en parle, mais pourquoi vous essayez de combattre le lexique qui nous a imposé sur la crise? Pour plusieurs raisons déjà, parce que je trouve que le langage dominant qui traite l'écologie dans les médias mainstream, pour moi, c'est, je veux dire, une écologie des éco-gestes, quoi. C'est vraiment une écologie à la petite semaine qui réduit vraiment à une perspective purement individuelle, en fait, les changements en cours, alors qu'on sait très bien que, je prends un exemple typique, c'est l'exemple du recyclage. On sait très bien que le recyclage, c'est clairement une méthode qui s'est mise en place depuis les années 30. Avant, on avait par exemple un système de consigne pour les bouteilles en verre, et les industriels, notamment Coca-Cola, a mis en place un système de bouteilles jetables qui a permis d'individualiser, de refaire reposer sur les individus en fait la question de la pollution, alors qu'il y avait un système qui fonctionnait très bien, qui s'appelait la consigne, et qu'on a décidé pour supprimer les intermédiaires pour faire plus de bénéfices en fait. Et en fait, tout se passe un petit peu comme ça. Quand on commence à essayer, je sais pas, je partais de Paris pour rejoindre l'université d'été, je voyais dans le métro une campagne d'affichage sur les mégots, les capsules de bière. Je sais pas si certaines lignes de Paris l'ont vu dans le métro. Enfin, ça m'a fait, on est encore là-dedans, quoi. On est vraiment sur une manière de faire reposer individuellement les changements du monde, alors que la plupart du temps, on ne décide pas, personne n'a démocratiquement voté pour produire telle ou telle chose, et aussi telle ou telle manière de les produire. Donc, nous, on essaie de combattre vraiment ce discours pour rappeler qu'il s'agit un peu de mettre au pas aussi tout le système industriel, et de faire en sorte que les destructions, les crises écologiques ont une solution collective, en fait, de réappropriation de l'outil de production. Voilà. Pierre, Politis, c'est un peu une exception à cette table, dans le sens que vous existez depuis 35 ans, comme tu disais. Donc vous avez une riche tradition dans votre journal, d'un journal d'opposition. Une tradition d'un journal d'opposition. Moi, je voudrais que tu essayes de nous expliquer en quoi elle consiste. Parce que du coup, vous avez pris des positions politiques à travers des décennies, que ce soit contre Le Pen en début des années 90, contre les traités européens en 2005. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer cette tradition, et aussi nous dire comment elle est renouvelée avec la nouvelle génération de journalistes qui est arrivée ces dernières années à Politis après 2016? Est-ce qu'il y a une remise en question de certaines choses que vous avez héritées mais que vous ne partagez plus trop? C'est une question compliquée, parce que forcément un média, c'est aussi fait d'individus et de ce que pense chacun, et notamment ce que pensent entre guillemets les rédacteurs en chef et nos éditorialistes qui maintenant sont les mêmes depuis des décennies, très clairement. Donc sur le volet vraiment entre guillemets prise de position politique, c'est pas du tout par exemple ce sur quoi moi je travaille. C'est-à-dire ça, c'est le rôle de notre éditorialiste en chef qui chaque semaine écrit un édito pour donner son avis sur X ou Y choses qui se passent dans le monde. On en discute quand même. C'est-à-dire que c'est des sujets qu'on discute en conférence de rédaction, mais sur lesquels on n'a pas forcément la main. C'est-à-dire que c'est lui qui va choisir quel sujet il va traiter. Et parfois, on se fait, d'ailleurs, c'est des gros sujets d'engueulade, parfois en conférence de rédaction, parce que on est plusieurs dans la rédaction à ne pas forcément être d'accord avec ce qui se dit dans ces éditos. Pour donner un exemple, par exemple, on a plusieurs... ces personnes-là sont très Mélenchon style, ils aiment beaucoup Mélenchon, ce qui n'est pas forcément le cas du reste de la rédaction, en tout cas qui se veut un peu
peut-être plus élevée par rapport à la France insoumise, parce qu'on veut vraiment à tout prix justement être indépendant, et notamment être aussi indépendant des partis politiques. Et du coup, ça amène des énormes débats pendant chaque élection. C'est des énormes conférences de rédaction tumultueuses, on va dire ça comme ça. Après, sur l'arrivée de la nouvelle génération, je pense ce qu'on essaye d'amener, en tout cas moi, ce que j'essaye d'amener avec d'autres collègues à moi, c'est pas forcément c'est un journal engagé sur les questions dont on discute depuis tout à l'heure, mais c'est un journal surtout en fait qui informe. C'est-à-dire que nous, ce qu'on essaye énormément de pousser en ce moment, c'est du reportage de première main, de l'investigation, de faire de plus en plus d'investigations. On a quand même sorti pas mal d'infos là depuis un an. Et en fait, moi, on essaye de se construire comme un informateur de vous toutes et tous, parce que c'est aussi notre but en fait, de sortir des informations qui ne sont pas connues, pour que vous en parliez et que vous en fassiez, que ça vous nourrisse, que ça vous permette de construire des mobilisations sociales, que ça amène des choses au débat public. Et nous, c'est ce qu'on essaye de construire, c'est d'enquêter et que notre indépendance nous permette d'enquêter sur des sujets que les autres ne font pas. Je vais prendre un exemple et après je termine ce propos qui est déjà trop long. Mais on a enquêté sur LVMH en octobre dernier, sur la manière dont LVMH s'abat sur Paris, on va dire ça comme ça, avec la fondation Louis Vuitton, sur le rachat de Polytechnique, sur le défilé Louis Vuitton sur le Pont Neuf, et les relations très fortes entre Bernard Arnault et Anne Hidalgo, et sur le fait qu'en fait cette stratégie n'est pas du tout tombée du ciel, mais c'est vraiment une stratégie de défiscalisation avec la fondation Louis Vuitton, etc., et qu'il y a des intérêts financiers hyper forts derrière. Forcément, le Parisien qui est détenu par Bernard Arnault ne va pas faire ce travail d'enquête, et du coup, personne ne le fait. Enfin, jusqu'à présent, personne ne l'avait fait. Et nous, on a enquêté énormément sur les conflits d'intérêts qu'il y avait au sein de la mairie de Paris, sur les aides qui avaient été apportées à LVMH, sur la construction de la fondation Louis Vuitton, sur le rachat d'une partie de Polytechnique, sur le défilé du Pont Neuf, sur le fait que ça soit le principal sponsor des Jeux Olympiques, entre autres. Enfin, je fais une liste qui est non exhaustive. Et là, voilà, on a apporté des informations qui n'étaient pas révélées, qui étaient nouvelles dans le débat public, et que personne n'avait fait à présent parce que la concentration des médias mainstream l'avait empêché. Et moi, c'est comme ça que la nouvelle génération de politistes, en tout cas, essaye de construire ce titre. Du coup, Paul, je pense que la place de RP autour de cette table elle est aussi particulière parce que, comme je disais au début, RP ce n'est pas juste un journal, mais c'est aussi un journal d'une organisation politique. Du coup, dans ce journal, il publie des interviews, des reportages, des éditos comme n'importe quel autre média, mais il donne aussi des orientations tactiques et stratégiques dans des séquences précises de mobilisation des retraites, des révoltes des quartiers populaires. Il conteste non seulement le langage dominant des médias, mais aussi des stratégies qui sont populaires ou sont imposées par la direction des mouvements sociaux, par l'intersyndicale, par des partis politiques, etc. Est-ce que tu peux me parler de la manière dont RP aborde la question de la bataille idéologique Oui. Du coup, moi je souscris à ce que disaient Rob et Léa, c'est-à-dire qu'effectivement, nous on part du principe en tant que révolutionnaire qu'il n'y a qu'en renversant le capitalisme qu'on pourra mettre fin à l'emprise de l'argent sur les médias, comme on aime bien souvent le résumer, parce que c'est une composante structurelle du système, quoi. On ne peut pas vivre dans un régime dominé par la propriété privée des moyens de production, par des grands monopoles, par des grands groupes financiers et économiques, et espérer avoir une information libre, démocratique, émancipatrice, etc., quoi. Donc de ce point de vue-là, il y a ce double travail, quoi. D'un côté, comment, en tant que journal à part entière, on est capable de produire aussi de l'information, de montrer des choses qu'on ne voit pas ailleurs, parce qu'en tant que militant, on a accès aussi à des choses auxquelles d'autres n'ont pas accès. Par exemple, on parlait de la défiance. Nous, non seulement on a des liens de confiance, mais on a aussi des militants dans des entreprises, y compris dans des sites qui sont parfois stratégiques dans des moments clés de la lutte de classe.
Ce qui veut dire qu'on a une position qui est super intéressante, y compris pour faire du journaliste, pour révéler des choses, pour dénoncer des choses qu'on voit aussi sur les facs dans lesquelles on est implanté, dans les secteurs dans lesquels on est implanté, etc. Et puis en même temps, effectivement, cette bataille idéologique, elle est totalement imbriquée avec l'idée que nous, on est un parti politique, donc on essaye de penser des orientations, et en plus, on n'est pas un parti politique exactement comme les autres, parce qu'on est un parti, une organisation à vocation révolutionnaire, une organisation révolutionnaire. Donc l'objectif, c'est de permettre aux mouvements sociaux, aux mouvements ouvriers, d'aller au-delà juste de lutte défensive, de lutte dans le cadre du régime, et de poser la question de son renversement. Ce qui implique une lutte énorme, puisqu'évidemment, on lutte tous dans le cadre du système existant, et puis on a l'impression que c'est difficile d'aller au-delà du fait de se défendre, ou de conquérir les petits espaces de démocratie ou de liberté qui peuvent exister en son sein. Et donc ça implique, oui, d'avoir un média qui assume très clairement sa ligne, qui assume très clairement des prises de position. Pendant le mouvement des retraites, par exemple, ça a été la bataille pour la grève reconductible. Ça a été aussi une bataille pour que l'intersyndicale élargisse les revendications pour aller chercher les secteurs précaires. Non seulement parce qu'on pensait que c'était une nécessité pour faire reculer Macron, qui ne reculerait pas sans une grève reconductible, sans une grève généralisée, mais parce qu'on voyait autour de nous, par exemple, dans des boîtes du privé qui avaient fait grève il y a quelques années, qu'on nous expliquait que, par exemple, les mecs se retenaient en attendant les NAO. Parce qu'ils ne voyaient pas de possibilité de gagner sur les retraites, parce que dans le privé, ils avaient déjà des retraites pourries, personne partait déjà à 62 ans. Donc ils se disaient autant attendre la lutte locale pour les salaires à la rentrée. Et donc c'était une nécessité vitale d'élargir les revendications pour que ces gens-là ils soient capables de rentrer dans la bataille aussi sur ces questions-là. Donc voilà, ça c'est à mon avis une question centrale, et je voulais juste conclure en disant que on fait ça, mais je pense qu'il faut aussi rompre avec une certaine idée du journalisme. C'est-à-dire que historiquement, le journalisme a toujours été lié aussi à des prises de position politiques. La plupart des journaux reflètent des positions établies dans le champ politique institutionnel, évidemment avec une autonomie plus ou moins relative en fonction de la place et du fonctionnement de ces médias. Mais je veux dire, la bourgeoisie ne se prive pas d'agir de façon politique, et un spécialiste de la communication et des médias, Armand Matla, disait même à partir de l'observation de la crise au Chili en 73, que en gros dans les grands moments de lutte de classe, dans les grands moments de polarisation sociale, la presse bourgeoise devenait léniniste, c'est-à-dire qu'elle faisait du journal non seulement un outil idéologique très fort, très marqué, mais aussi un outil d'organisation. Évidemment, en 73, c'était l'organisation de secteurs de la petite bourgeoisie contre le gouvernement d'Allende pour essayer de saboter ces initiatives. Donc voilà, je pense qu'il faut assumer cette position en voyant aussi celle que s'autorise la presse bourgeoise, avec évidemment des espaces pour un journalisme de qualité, de reportage qui apporte aussi de l'information pour réfléchir à ces questions. Je suis une nouvelle fois tout à fait d'accord avec toi, et c'était pour, en fait, ce que tu disais sur l'intersyndicale me faisait penser à des discussions qu'on a déjà eues ensemble, mais en fait sur une forme de complémentarité, je trouve, de la manière d'aborder le journalisme réciproquement. C'est que vous, en fait, vous assumez une ligne éditoriale révolutionnaire, affiliée à une organisation politique, et vous l'assumez totalement, et du coup vous pouvez porter un discours qui est entre guillemets dans la ligne de votre organisation politique, qui est très clair. Et sur la complémentarité, par exemple sur l'intersyndicale, moi j'ai énormément suivi l'intersyndicale pendant 3 mois. C'est vrai qu'il y a eu un discours dominant extrêmement fort de qu'est-ce qu'ils sont mignons, tous unis, tous copains, tous c'est les meilleurs, ils mettent tout le monde dans la rue, etc. Et je pense qu'on est avec vous, justement, les premiers à avoir fait des papiers, mais en fait, c'est là où c'est complémentaire, c'est que vous avez fait des éditos idéologiques qui étaient d'ailleurs très intéressants et qui m'ont beaucoup apporté sur ma manière de réfléchir sur l'intersyndicale. Mais en fait, après, moi, mon travail, ça a été en allant dans l'intersyndicale, d'aller les faire chier, d'aller les titiller,
d'aller chercher des sources au sein des syndicats qui vont me dire nous on n'est pas d'accord, et en fait pour montrer que globalement ce qui s'est passé c'est que la CFDT elle a quand même pris la main sur l'intersyndicale, pas que, ça s'explique évidemment, on pourra avoir un débat là-dessus, mais que la CFDT a quand même pris la main sur l'intersyndicale, notamment Laurent Berger, et que c'est sa vision qu'il a réussi à imposer à des syndicats, même comme Solidaire, qui, moi j'ai été très étonné de la réaction de Solidaire au nom de ce mouvement social, même si je l'aime beaucoup par ailleurs, mais voilà, et du coup je pense qu'en fait, et ce qu'on a écrit, et ce qu'on a apporté comme information, je suppose vous a aussi un peu servi dans cette construction idéologique et dans cette bataille, j'aime pas ce mot non plus, mais bataille idéologique, et ce qui a fait d'ailleurs que par exemple quand vous avez écrit une tribune là-dessus, signée par je sais plus combien, 250 ouvriers, ouvrières, travailleurs, travailleuses, syndicalistes, etc., on était évidemment content de la prendre parce que pour nous c'était évidemment une voix qu'on devait mettre en avant, et c'est pour ça que tu dis qu'on doit assumer une ligne éditoriale, je suis totalement d'accord avec toi, et il n'y a aucun souci pour dire que nous on est largement engagés à gauche, social, etc. Je te dis juste que comme on n'est pas affilié, il y a quand même au sein de la rédaction, et c'est d'ailleurs je pense qui fait aussi une force d'un journal, c'est qu'il y a des différences qui fait qu'on n'a pas une ligne très claire, très idéologique comme vous pouvez l'avoir du fait que vous appartenez à une organisation politique. Vous étiez plusieurs à avoir souligné le rôle aussi de la précarité des médias dans le fait que c'est aussi facile de faire des takeovers de groupes, de transformer GDD en une tribune de Geoffroy Lejeune, de l'extrême droite de Bolloré, etc. Mais ce n'est pas les seules attaques qu'on voit contre la liberté de la presse, contre des médias en France. On a aussi, du côté de l'État, on a vu des fermetures de diffusion des médias d'influence poutiniste comme Raj Today ou Sputnik qui sont opposés au niveau géopolitique aux intérêts de l'État français. Et donc on a constaté qu'il existe un bouton pour cesser la diffusion d'un média étranger. Par la suite, on a eu aussi des attaques contre un média militant qui s'appelle Nantes Révolté, maintenant c'est contre-attaque. Et par ailleurs, il y a eu assez peu de réactions à cette tentative de dissolution, etc. Est-ce que ça change aussi les coordonnées pour des médias alternatifs, pour des médias indépendants? Est-ce que quand vous menez votre activité journalistique, quand vous prenez des positions, vous êtes conscient que cela peut mener aussi à des répercussions, y compris judiciaires, pour votre média? Peut-être Rob et Léa. Oui, c'est quelque chose qui est hyper flippant. D'ailleurs, contre-attaque, l'entrée voltée, on les avait soutenus à l'époque. Tout le monde les avait assez soutenus, ça c'était rassurant. Il y a quand même si on est très critique de ce corporatisme journalistique, quand même, dans ces rares moments-là, il est quand même intéressant dans le sens où il y avait quand même une petite levée de bouclier, comme quand le journaliste de Taranis News s'était fait arrêter, etc. On voit que même des journalistes très mainstream, comme on dit là, quand même, c'est un peu chaud. La dissolution de Nantes Révoltée du coup ne s'est pas faite, probablement elle ne tenait pas sur le plan du droit, donc ça c'est une bonne nouvelle. Par contre il y a plein de choses peut-être un peu plus subtiles, mais il y a des référencements sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, etc. Donc il y a plein de pages d'opposition radicale qui d'un coup perdent toute leur audience, ce genre de choses. Donc ça a un impact qui est assez fort, il n'y a pas besoin d'interdire en fait. Il y a des nouvelles mesures pour l'interdiction des contenus dits haineux sur les réseaux sociaux qui pourraient avoir des impacts très forts parce que haineux, ça peut être tout ce qui ressemble à l'incitation à la violence, mais c'est pareil, ça peut avoir une acceptation très large. Ce que appeler une manif maintenant, c'est de l'incitation à la violence. Nous, c'est sûr qu'on est aussi révolutionnaire, mais on maintient une certaine... on est obligé quand même de réfléchir quand on écrit à la limite de ce qu'on peut écrire, toujours, parce qu'on sait qu'au moindre truc, on peut se faire interdire, quoi. Et oui, bien sûr, il y a plein de répercussions judiciaires qui peuvent avoir lieu. Pour l'instant, on est encore dans un cadre où c'est relativement rare, je prends des précautions, c'est-à-dire qu'il y a une répression forte, les journalistes qui sont convoqués par la police, qui se font tabasser par la police, qui se font convoquer par les services de renseignement, à l'époque c'était Disclosure, je crois.
mais c'est pas encore massif, ça peut encore changer. Mediapart aussi sont peu des perquisitions illégales, sur des choses. Donc il y a une pression forte, mais on peut encore agir pour le moment. Mais c'est clair que c'est un risque, et on voit qu'il y a une volonté d'aller plus loin dans la répression de la sphère des médias indépendants. Clément, est-ce que c'est les questions que vous vous posez quand vous traitez du sujet? Est-ce qu'il y a un effet de crainte, de autocensure? Est-ce que tu penses aussi qu'il y a comme une espèce de... vous êtes poussé quelque part par l'État, par ces mesures répressives aussi, à un peu donner des prétentions de neutralité, mais aussi prendre des positions politiques de plus en plus affirmées face à cette répression de liberté de presse? Nous, effectivement, comme ce qui vient d'être dit, on se pose forcément cette question dans un contexte de répression des militants, et on se dit, mais est-ce qu'on va être la prochaine cible, en fait? Et je vais parler d'une petite histoire. Il y a pas très longtemps, il y a un éditeur, chose assez nouvelle, qui a été arrêté par l'antiterrorisme britannique, un éditeur de La Fabrique, qui a été, en fait, l'antiterrorisme britannique a agi un peu comme le sous-traitant de l'antiterrorisme français. Il a été embarqué avec son ordinateur et tout ça, il a été retenu pendant quelques heures. Et Socialterre, forcément, est un peu monté au créneau. Alors nous, on n'est pas directement, on va dire, on ne suit pas au quotidien les luttes, pour une bonne et simple raison, c'est que on a une temporalité assez particulière, on publie tous les 2 mois. Donc, grâce au travail des camarades ici, justement, qui sont un peu nos sources primaires sur ce qui se passe au sein des mouvements, au sein des usines, au sein des manifestations, on peut après développer des analyses, des articles, etc., qui sont un peu plus au long cours. Donc on n'est pas directement exposé, comme par exemple le journaliste de Taranis News, tu vois, qui va documenter sur le terrain les violences policières et prend le risque effectivement d'être une cible aussi, de se faire embarquer et de se faire emmerder par la suite. Mais là, quand il y a eu cet épisode justement d'un éditeur qui s'est fait arrêter pour plus ou moins ses affiliations avec les soulèvements de la Terre, eh bien on s'est dit mais ouais, en fait c'est vraiment un peu les idées qui sont attaquées, et on s'est vraiment posé la question, et c'est la raison pour laquelle aussi on est monté au créneau direct et on a organisé forcément un soutien inconditionnel pour ce qui se passait. Donc oui, je pense qu'il y a une crainte effectivement que la répression qui s'abat sur les militants aussi puisse s'abattre sur le milieu de l'édition, sur le milieu du journalisme. Et bon, nous à titre personnel, on s'interdit pas grand chose en fait. On est presque à se dire allez-y, on va, de toute façon on est droit dans nos bottes dans ce qu'on défend, et on a le privilège d'être des hommes blancs qui effectivement ne sont peut-être pas aussi sujets, on va dire, on craint moins de se retrouver dans un commissariat que les autres, même si je pense pas que ça pourrait se passer comme ça, mais dans tous les cas, nous on a cette crainte là, mais on est prêt à l'assumer en fait si jamais ça arrive un jour, quoi. Paul, du coup, RPA a beaucoup de journalistes correspondants, beaucoup de journalistes militants qui se déplacent sur le terrain, comme je disais, sur les piquets de grève, sur les occupations des facs, dans les manifestations, y compris dans les manifestations nocturnes sauvages. Et du coup, il y a aussi un élément des attaques contre la liberté de la presse, c'est aussi celui de la répression qui s'abat sur les mouvements sociaux. Il y a une désaugmentation nette des budgets policiers tous les ans, ils sont de plus en plus armés. Il y a de plus en plus de blessés dans les manifestations et aussi sur les piquets de grève, et ça touche aussi les journalistes. Mais du coup, dans le cas de RP, ce sont des journalistes militants, parfois jeunes, qui couvrent directement sur le terrain. Quelles considérations est-ce que RP est forcé à prendre face à ce contexte très répressif sur le terrain? Ouais. Non, c'est sûr que du point de vue de la répression, ces dernières années, ça s'est énormément durci. Et puis en même temps, on vit des mouvements qui prennent des formes plus radicales. Donc forcément, évidemment, le mouvement des Gilets jaunes, déjà la loi travail, mais ça a été des moments de bascule de ce point de vue-là, quoi. Ça devenait vraiment dangereux sur le terrain. Surtout que ce qu'il faut dire, c'est que
on est des journalistes révolutionnaires, donc ça veut dire des journalistes sans carte de presse, sans quoi que ce soit pour bénéficier de certaines protections démocratiques, même si la réalité c'est que même pour les journalistes qui ont des cartes de presse, c'est de plus en plus difficile. Donc bien sûr, il y a des enjeux de sécurité très importants. Quand on couvre par exemple les révoltes à Marseille début juillet, fin juin, où on filme par exemple le raid avec des fusils à pompe dans les rues de Marseille en train de tirer, voilà, ça demande plus de précautions de sécurité. Mais moi j'ai l'impression que là où on se pose surtout la question sur la répression, c'est vis-à-vis de la critique de l'État et de la critique d'un certain nombre de choses. Moi, la chose qui me vient à l'esprit directement, c'est la question de l'islamophobie, par exemple. La dénonciation de l'islamophobie aujourd'hui en France est criminalisée. Et si vous voulez, moi j'ai l'impression que les moments où j'ai le plus, et où on a le plus réfléchi, et ça nous a le plus mis sous pression, c'est par exemple quand on couvre des attaques islamophobes dans des lycées. Une CPE, je me rappelle, qui avait agressé au moment du bac une jeune fille voilée, où tu publies des témoignages, tu publies des trucs, où en fait la police, nous on avait publié un témoignage et on avait en fait suivi et relayé la dénonciation faite par les AED, mais la jeune fille, avant même qu'on couvre, elle avait été convoquée par la police, tout simplement parce qu'elle avait tweeté sur l'affaire. Parce que la police t'explique en fait qu'aujourd'hui dénoncer l'islamophobie dans un lycée à l'école, c'est préparer de futurs Samuel Paty. Enfin, il y a une espèce de pression comme ça qui est énorme. Il y a eu la même chose à Marseille, sur des lycées là où on a couvert, on a révélé une affaire de propos et d'actes islamophobes à l'intérieur d'un lycée marseillais. Pareil, quoi, il y a eu une mobilisation des AED pour dénoncer le racisme de secteurs de leur direction. Ils ont été interpellés, quoi. Donc forcément, par extension, il y a un double enjeu en fait. Il y a déjà l'enjeu, c'est comment tu couvres en protégeant les gens qui s'expriment à travers ton média pour dénoncer ces choses, même si c'est souvent eux qui nous sollicitent et qui ont envie que ces choses-là soient dites. Et après, toi, comment tu te protèges, ou en tout cas tu t'exposes dans tous les cas en dénonçant un certain nombre de choses. Voilà, je pense comme tout le monde et comme tous les journalistes indépendants, militants, etc., on prend ces risques. Mais je trouve qu'on sent quand même une pression qui se durcit, et ça renforce aussi la question de se dire comment on a un projet politique pour essayer d'inverser le cours des choses, parce que la réalité c'est qu'on peut mener des combats, critiquer les choses, mais quand tu vois que la tendance elle se durcit au fil des combats, la question c'est comment ces combats ils vont jusqu'au bout pour à un moment donné qu'on réussisse à renverser le rapport de force, parce que sans ça on est condamné à voir les droits démocratiques qui sont octroyés dans le cadre du capitalisme être grignotés progressivement, et c'est évidemment un problème. Pierre, tu disais que vous avez une grande équipe de journalistes qui se déploie souvent, relativement grande pour un média indépendant, qui se déploie souvent en reportage, qui sont souvent sur le terrain. Pareil, quelles précautions est-ce que ça vous force à prendre, le contexte répressif qui se durcit, et est-ce que le fait, contrairement à RP, est-ce que le fait d'avoir des cartes de presse et une plus grande légitimité aux yeux de la loi en tant que journaliste professionnel, etc., est-ce que ça vous protège, ou est-ce que même aujourd'hui en 2023 ça ne veut plus rien dire Alors ça serait presque vous insulter de dire que ça n'a aucun impact. Je pense que vraiment être sur le terrain sans carte de presse aujourd'hui c'est très compliqué, parce que être avec une carte de presse c'est déjà compliqué, mais ça change vraiment les choses. C'est-à-dire que moi, le nombre de fois où je filmais un contrôle de police, où j'étais devant un manif, etc., et où ma carte de presse m'a entre guillemets sauvé d'une menace ou d'une interpellation violente ou de menaces. On se fait toujours insulter, on se fait toujours tutoyer, ça c'est entre guillemets le train-train quotidien, mais malgré tout,
ça apporte une relative aide. Ça serait vraiment mentir que de dire non. Après, nous, comment on fait sur le terrain? En fait, on a des journalistes qui sont juste formés là-dessus. Par exemple, nous, notre journaliste attitré des devants de manifestation, qui s'appelle Maxime Sirvin, peut-être vous les connaissez. C'est un spécialiste des forces de l'ordre, du maintien de l'ordre, c'est son boulot principal, c'est ça. Il connaît toutes les unités, tous les flics, etc. Et du coup, il a une connaissance du terrain qui est hyper fine en fait. Moi, je ne l'ai pas avec lui sur le terrain parce que lui, il sait comment se déplacer, il sait où aller quand ça va casser, il sait filmer les bons trucs, prendre les bonnes photos. Et il y a un vrai truc de formation en fait où bien sûr, il est protégé, il a des protections physiques, casques, lunettes anti-flashball, truc protège-tibia pour éviter les grenades désencerclantes, masque à gaz, truc énorme que la boîte achète, c'est un truc qu'on fait pour protéger nos journalistes sur le terrain, mais où il y a aussi une vraie formation, c'est-à-dire que c'est pas un truc qui s'invente. Tu vas pas, et la même chose pour Naël, tu vas pas à Nanterre en claquant des doigts, les mains dans les poches, en disant tout va bien se passer. Il y a un vrai truc de comment agir dans ces situations-là qui est de l'ordre de la formation à mon sens. Et sur la répression, alors là, je m'inscris vraiment, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, c'est que la répression sur le terrain est de plus en plus féroce et pour le coup vraiment c'est un truc qu'on ressent très 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 clairement, notamment à l'égard des militants. C'est vrai que les journalistes on ressent, il y a une répression mais qui est moins importante que sur les militants et militantes qui pour le coup en prennent plein la gueule de manière extrêmement violente. Et du coup, à mon sens, notre rôle, c'est aussi de couvrir cette répression. Par exemple, la politique, je pense, on a créé une page qui s'appelle Permis de lutter, où en gros, l'idée, c'est de recenser toutes les répressions des mouvements sociaux, des militants. Par exemple, le truc qu'on avait fait là, récemment, avant l'été, parce qu'on n'est pas en vacances, mais avant l'été, c'est les militants italiens qui avaient été placés en centre de rétention administrative. Enfin, il y a des millions d'exemples comme ça de répression vraiment pure et dure. Après, sur la répression judiciaire, ça c'est une autre question qui est moins l'État face aux médias, à mon sens, qui est plus certaines institutions qui vont nous attaquer. Et comme le Mediapart d'ailleurs, qui est rappelé, etc. Mais à mon sens, pour l'instant, c'est assez pas mal. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, ça veut dire qu'on a de l'impact. C'est-à-dire qu'être attaqué en diffamation, ça veut dire que la personne qui a vu ton papier, elle n'est pas contente. Et avoir à obtenir les droits de réponse, ça veut dire que ceux sur qui tu as écrit, ça les fait chier. Et c'est une forme d'essayer de nous faire taire, mais malgré tout, aujourd'hui, on est dans un pays où la justice vis-à-vis du droit de la presse reste assez ouverte. C'est-à-dire qu'elle condamne, si on a bien fait notre boulot, elle condamne rarement pour diffamation. Il faut vraiment avoir fait de la merde, en vrai. Et du coup, nous c'est plutôt une joie d'être attaqué en diffamation qu'autre chose, parce qu'aujourd'hui ça nous fait pas taire, loin de là. Ça montre qu'on a de l'impact et ça montre que le papier sont lus et dérange. Donc voilà.